Bon, bonsoir à tous déjà. Donc, ça fait une petite douzaine d'années en fait que je me suis passionné pour un sujet où j'aurais jamais cru qu'un jour j'allais y mettre les pieds. Je suis passé régulièrement devant des mégalithes, des dolmens, ce genre de choses dans ma vie, mais sans vraiment y prêter attention. Et puis un jour, j'ai été piqué un petit peu de curiosité et il y a des choses qui m'avaient interpellé. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé le sujet, mais pas tout seul. Je suis parti aussi aller lire ce qui avait été fait avant moi, ce que d'autres chercheurs avaient entrepris. Et donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est, j'ai mis un étrange souvenir de nos ancêtres. C'est une découverte de quelque chose qu'on n'imagine pas, qu'on n'imaginait pas possible, effectivement, jusqu'à ce que Google Earth nous permette de faire des observations qu'on aurait fait difficilement sur le terrain, en partie. Alors, les mégalithes. Les mégalithes, c'est quelque chose, par exemple, effectivement, peut-être vous connaissez déjà Stonehenge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cromlech. Donc il y en a un certain nombre en Grande-Bretagne, beaucoup. Il y en a très peu en France, il y en a quelques-uns. D'autres exemples de mégalithes. Donc voilà, vous avez à gauche un dolmen, et puis vous avez à droite plutôt une ligne de menhir qui se trouve en Corse du Sud, cette ligne de menhir. Et c'est un phénomène mondial en fait, puisque là je vous ai parlé de la Grande-Bretagne, on a deux exemples en France, mais en fait, on en trouve sur tous les continents. Le seul où j'ai pas eu d'informations assez fiables, c'est l'Australie, où je sais pas si c'est, voilà, si on peut considérer le mégalithisme, mais en tout cas, on peut retrouver des mégalithes en Asie, jusqu'au Japon, avec des formes similaires, c'est-à-dire dans un dolmen au Japon, on peut trouver des dolmens, comme on en trouve en Europe. On va trouver également des pierres en ligne comme ça, en Colombie par exemple, donc des lignes de pierre. On trouve aussi, ce que je n'ai pas montré sur la photo, c'est les tumulus. Alors les tumulus, c'est des buttes de terre, parfois avec une chambre de pierre à l'intérieur, pas nécessairement. Et ça, souvent, ça fait partie du même période, du même monde mégalithique. Et on va en trouver aussi en Amérique centrale. On en trouve en Afrique également, beaucoup aussi en Afrique du Nord. En Afrique, un peu partout en Afrique, avec des formes un peu différentes, mais c'est un phénomène mondial. Et ça, c'est déjà surprenant. Alors, est-ce que c'est dans la nature humaine de lever des pierres? Peut-être. Mais peut-être qu'on peut essayer aussi de creuser un petit peu. Alors, la période, Nicolas l'a situé un petit peu. Le début, a priori, du moment où les hommes se sont mis à dresser des pierres dans le paysage, ce serait il y a environ 7500 ans. Il y a des sites un peu plus anciens en Turquie, comme Göbekli Tepe, qui est quelque chose qui date à peu près presque 10 à 11 000 ans. Mais entre les deux, on a encore peu de données qui permettent de remonter, de faire le pont entre 11 000 ans et 7500 ans. Mais globalement, si vous connaissez la Bretagne, donc la région de Carnac, ces mégalithes, ils sont là depuis à peu près 6 000 ans, 7 000 ans. Et il y a des régions du monde où ils sont un peu plus anciens, paraît-il, en Russie, et puis peut-être dans le Portugal aussi, où il y aurait des monuments plus anciens. Et puis ça s'est arrêté il y a environ 2000 ans, globalement. Ça s'est répandu un petit peu partout dans le monde, et ça se serait arrêté notamment en Corée et au Japon il y a environ 2000 ans. Voilà. Donc un phénomène qui a duré longtemps et qui s'est promené un peu partout. Et une époque où il n'y a pas d'écriture, on a quasiment rien qui puisse parler de ce texte, enfin de ces monuments à l'écrit, on n'a pas de texte. Les Romains n'en parlent pas, les Romains ont visité Karnak et ils n'en parlent pas. Donc c'est une époque où on a peut-être de rares traditions orales, mais dont on ne sait pas si elles sont fiables ou pas. Donc c'est assez mystérieux. Alors voilà une photo de Karnak en Bretagne, donc les alignements de Karnak, donc il y a des lignes de pierre comme ça. Il y a plusieurs fils de pierre, hein, donc là c'est celle qui se trouve, je pense, à Karnak. Et bon, elles font environ 1 km. La plus longue devait faire presque 3 ou 4 km, mais elle a totalement disparu. Elle a été récupérée par les carriers qui en ont fait des maisons au 19e, au 20e siècle. Donc à Karnak, il reste encore des milliers de mégalithes, des dizaines de milliers, mais il y en avait beaucoup, beaucoup plus. Mais il en reste suffisamment pour comprendre un certain nombre de choses, mais je ne vais pas en parler ce soir. Voilà, c'était juste pour vous illustrer ça. Et alors, évidemment,
Est-ce que ce serait un vaste cimetière? C'est une question à laquelle les archéologues ne pensent pas que les dolmens, enfin que les menhirs sont des tombes, hein, et donc ça leur apparaît pas possible. Les fouilles ne montrent pas qu'il y aurait eu des sépultures au pied des pierres comme ça. C'est quelque chose qui est plus envisagé dans les dolmens, mais c'est loin d'être systématique. Et puis peut-être que comme les églises et les cathédrales, dans les dolmens, ça peut être aussi des espaces sacrés, de la même manière que nous, on a des gens qui ont été inhumés dans les cathédrales, dans les églises, et pourtant c'est des espaces sacrés, c'est pas, l'église n'est pas un tombeau, c'est un espace dans lequel les gens sont effectivement venus à la mort, après leur mort, mais ça n'était pas la fonction première. Alors, on va revenir un petit peu ici, dans la région. Donc dans la région du Puy-de-Dôme, on n'a pas autant de mégalithes qu'en Bretagne, hein. Ils se comptent assez rapidement. Donc là, j'ai représenté sur cette petite carte les mégalithes, donc c'est des petites pointeurs verts. Et donc, j'en ai dénombré 16. J'ai pas compté ceux qui sont un peu douteux, c'est-à-dire dont on pense que c'est plutôt des pierres naturelles, ou un ou deux menhirs qui ont été déplacés pour des travaux, parce qu'on a fait un rond-point, et donc on a déplacé le menhir. Voilà, donc Clermont-Ferrand, Issoire, et puis je vous mets Saint-Nectaire, la zone du département où il y en a le plus. Mais on en trouve à Clermont-Ferrand, quelques-uns aussi, autour de Clermont-Ferrand. Et une question saugrenue, qu'est-ce qui pourrait bien déterminer le choix de leur emplacement? Alors, il y a quelques pistes. Alors, les pistes esthétiques des lieux, aussi en lien avec de la géographie, la géologie du lieu, parce que parfois, il a été constaté que ces monuments sont positionnés à des endroits où on change de secteur géologique. On va passer d'un sol granitique à calcaire, par exemple. Alors du coup, ça permet d'envisager une hypothèse géologique aussi. Présence de l'eau, alors aussi, c'est évoqué souvent. Présence d'une source à proximité. Des limites territoriales. Aussi en lien avec un aspect ostentatoire, on va ériger un grand monument. Voilà, ça fait partie des pistes donc, qui sont proposées très souvent, même majoritairement, hein, donc je vous les ai mis en vert. Ce qui est envisagé de manière moins systématique, c'est des considérations astronomiques, même si ça l'est, hein, il y a des publications en astronomie sur Stonehenge et sur d'autres sites un peu partout dans le monde, mais c'est beaucoup moins présenté de manière populaire. Par exemple, il y a eu cette année un documentaire au mois d'avril sur la région de Carnac, celui qui est passé sur France 2, et dans ce documentaire, il n'y a pas un seul mot sur l'astronomie. C'est pas du tout évoqué en fait. Et donc, alors que pourtant, il y a des gens, des archéo-astronomes qui ont travaillé dessus et qui ont créé des choses à proposer, mais c'est une chose qui est difficile à faire passer. Le discours entre archéologue et archéo-astronome n'est pas si simple que ça. Enfin, la discussion entre les deux. Et puis, il y a d'autres aspects encore moins envisagés, pourtant travaillés par certaines personnes dont je fais partie, c'est des considérations d'ordre géométrique et géodésique. Alors je vous montrerai pas, j'irai pas jusqu'à vous montrer des considérations géodésiques, mais je vous montrerai des petits éléments de géométrie quand même. Alors, on va commencer à se pencher sur nos monuments locaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce monument. Il est en fait près de l'aéroport d'Olna. Il se trouve coincé entre l'aéroport et la 4 voies, l'autoroute, quoi, hein, qui fait Issoire, Clermont-Ferrand et qui continue sur Paris. Et donc, ce menhir-là, vous en voyez ici à peu près 2 mètres qui dépassent, et il y a environ 3 mètres sous terre, encore, donc il fait 5 à 6 mètres de haut, une dizaine de tonnes, et il vient d'à peu près une douzaine de kilomètres de son site. Et il est appelé menhir de Beaulieu ou la Grande Borne. Alors c'est rigolo parce que les noms, Beaulieu, bon, ok, un beau lieu, un bel endroit, et la Grande Borne aussi, comme quelque chose qui va marquer un emplacement, une limite. Donc voici les noms qu'on lui a attribués. Et donc il est là, un petit peu isolé, sur le bord de la route, à une dizaine de mètres de la route,
caché un petit peu par quelques buissons. Donc là, ça avait été coupé l'herbe, donc on le voyait très bien ce jour-là. Alors, pour vous situer sur la carte, vous avez ici le puits de Crouel. Je ne sais pas si vous connaissez le puits de Crouel. Quand on est sur autoroute, on voit très bien le puits de Crouel quand on monte vers le nord depuis Issoire. C'est un tout petit volcan qui est là. Et le mégalithe est ici. Donc il est à peu près à 1,5 km du puits de Crouel. Voilà, près de ce rond-point, et l'aéroport est juste un petit peu par ici, dans ce secteur-là. Donc il est là, ce monolithe, un des plus beaux de la région. Et on va regarder un petit peu comment il est placé par rapport à des choses voilà, visuellement. Alors ici, je ne l'ai pas sur la photo. Il serait par ici, en fait. C'est que c'est une photo aérienne et il n'est pas sur la photo, mais il est quelque part par là. Et vous avez donc le puits de Crouel ici. Et puis vous avez au fond le puits de Dôme. Et petite observation aussi, la cathédrale de Clermont-Ferrand qui est là aussi. Alors je vous signale la cathédrale parce que il y a un certain nombre d'exemples où on a reconstruit des cathédrales et des églises sur des sites mégalithiques. Il y a des endroits où on va avoir des dolmens qui ont été découverts en faisant des fouilles cachées sous des cathédrales. Au Portugal, il y a même un dolmen, enfin une cathédrale, une petite église, pardon, qui a été construite sur les bases d'un dolmen. C'est-à-dire qu'on a reconstruit par-dessus et on a laissé les pierres d'origine du dolmen, et puis on a fait la cathédrale par-dessus. La cathédrale, non, la petite chapelle, on va dire. Donc je vous le mets quand même parce que tous ces lieux-là, les cathédrales, les chapelles, les églises, souvent ont été des lieux qui étaient importants pour les cultures avant le christianisme. Pour la culture païenne, c'était des lieux importants. Et le christianisme, quand il est venu, il a reconstruit par-dessus la culture païenne, il a conservé les lieux en fait de culte des gens qui venaient à ces endroits-là. Alors, pour situer l'ouest, une ligne qui partirait à l'ouest passerait juste légèrement à droite du Puy de Dôme, comme vous le voyez là, le plein ouest. Pour que vous ayez une représentation géographique. Et là, je vous ai mis deux images sur Google Earth. Alors, une première image à gauche, où ce que vous avez, c'est une ligne jaune, ici, qui est orientée plein ouest. Donc 270 degrés, 00 avec Google Earth, en fait, c'est exactement la direction de l'ouest. Et cette ligne, elle passe juste à côté de la cathédrale. Et par contre, avec le Puy de Dôme, eh bien, si je vise le Puy de Dôme, le sommet du Puy de Dôme, on n'a pas tout à fait un angle de 170 degrés. On est à 2,5 degrés à côté. Mais il y a une petite subtilité. C'est que le Puy de Dôme, c'est une montagne qui est beaucoup plus haute que la ville de Clermont-Ferrand. Et donc, d'un point de vue astronomique, si vous venez dans quelques jours, là, ce week-end, au menhir de Beaulieu, ou de Grande-Borne, et vous venez le soir pour regarder le soleil se coucher, on va être à l'équinoxe, vous allez voir le soleil se coucher en haut du Puy de Dôme, en fait. Alors là, j'ai fait un schéma, parce que j'ai pas de vidéo à vous montrer, c'est des choses en projet. Et jusqu'ici, à chaque fois que je suis venu, j'ai pas eu beau temps. Et donc, mais on peut calculer astronomiquement ce qui se passe, hein. Et donc, les calculs, lorsqu'on les fait, depuis le menhir de Beaulieu, si on observe le Puy de Dôme, dans quelques jours, donc autour du 20 mars, 21 mars, le soleil va venir se coucher au sommet du Puy de Dôme. Et c'est parce que le Puy de Dôme, il est beaucoup plus haut, que le soleil, en fait, va se coucher un petit peu plus tôt, et donc il va pas se coucher exactement à l'ouest. Si on était sur le Sahara, dans un horizon tout plat ou sur la mer, on aurait à l'équinoxe le soleil qui vient se coucher exactement à l'ouest, mais là, on a du relief, en fait. Et donc, c'est curieux de voir que cette montagne qui est juste extrêmement visible, en fait, dans cette plaine-là, eh bien, le menhir est placé de manière à ce qu'à l'équinoxe, on voit le soleil se coucher au sommet du Puy de Dôme. Je vais vous prendre un autre exemple, un autre mégalithe, qui se trouve au-dessus de ce nectaire, qui s'appelle le menhir de Fritefond. Alors, vous voyez, il est surmonté d'une petite croix, croix chrétienne, voilà, c'est des choses assez fréquentes. Les mégalithes sont fréquemment surmontés d'une croix comme ça, ou en fer qui a été rajouté. Et le voici aujourd'hui, donc il a perdu son chapeau. Donc aujourd'hui, il est comme ça. Et il se trouve à peu près à 950 mètres d'altitude. Et là, ce que je vous montre maintenant, c'est si on était à l'équinoxe aussi, donc si on y allait dans quelques jours. Donc là, c'est une
j'étais venu plutôt pour le solstice d'hiver, donc c'est pour ça qu'on voit le soleil se coucher à cet endroit-là, mais à l'équinoxe, vous allez voir où il se couche, il va se coucher en fait sur le col de la Croix-Moran. Alors il y a deux passages pour passer la chaîne du Sancy. Hein, vous connaissez le col de la Croix-Saint-Robert peut-être, qu'on voit très bien ici, qui fait une cuvette, qui est vraiment remarquable dans le paysage. Et puis l'autre col, qui est presque à la même altitude, c'est le col de la Croix-Saint-Robert, Croix-Moran, pardon, qui permet de redescendre sur le Mont d'Or, donc de l'autre côté. Et donc au moment de l'équinoxe, si je venais à cette pierre-là, je verrais le soleil se coucher sur le col de la Croix-Moran. Mais ce qui m'a intéressé et que j'ai trouvé intéressant, c'est que depuis cette pierre-là, on voit un tout petit peu le Puy-de-Dôme en fait. On le voit là-bas, on voit l'antenne qui dépasse en fait d'une petite colline à proximité. Et il s'en faut très peu en fait pour qu'on puisse voir le Puy-de-Dôme depuis cette pierre. Et le Puy-de-Dôme n'est pas tout à fait au nord. Un peu comme tout à l'heure, notre mégalithe n'était pas tout à fait positionné sur un axe est-ouest avec le Puy-de-Dôme. Il y a un petit décalage. Et ce petit décalage, il est intéressant parce que, du coup, de ces deux monuments mégalithiques, si je trace une ligne qui va jusqu'au Puy-de-Dôme, ce que j'observe, c'est un angle droit qui se forme. Donc ça, c'est curieux, un angle droit. On ne s'attend pas à trouver un angle droit comme ça, avec des monuments mégalithiques et cette montagne qui est le Puy-de-Dôme, qui était un lieu qui a été sacré à une époque. On y a construit un temple gaulois, puis le temple de Mercure, et on ne sait pas ce qu'il y a eu avant comme culture païenne ou autre, druidique, je ne sais pas, en haut du Puy-de-Dôme avant les Romains. Donc c'est une curiosité qu'il faut garder dans un coin de la tête, ça pourra nous resservir. Je vais vous montrer un autre monument qui est pas très loin aussi, qui s'appelle le dolmen de Cournol. Donc il n'y a pas beaucoup de dolmens dans le Puy-de-Dôme, il y en a, je ne sais pas de bêtises, 4. Je crois qu'il y en a 4. Et celui-ci se trouve près de Hédard, donc il n'est pas très loin de Clermont-Ferrand non plus. Et de ce monument-là, ce qui est intéressant, c'est que je vais aussi voir le Puy-de-Dôme. Donc là, je suis à l'intérieur du dolmen. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai fait une photo de l'intérieur et je regarde au loin comme ça et j'ai fait une photo. Et j'avais pas réalisé au départ, et en zoomant sur la photo, que je voyais l'antenne du Puy-de-Dôme en fait ici. Et si j'avais pas quelques arbres, en fait, je verrais même le sommet du Puy-de-Dôme qui apparaîtrait. Donc ça aussi c'est étrange, c'est-à-dire que de ce monument-là aussi, je distingue en limite le sommet du Puy-de-Dôme. Donc ça, c'est des observations qui sont assez curieuses parce que quand vous promenez en fait dans les montagnes du Sancy, c'est pas partout que vous allez pouvoir voir le Puy-de-Dôme. Et le voir comme ça, de manière subtile, discrètement, il faut avoir l'œil. Alors je vous en dis pas plus sur ce dolmen parce que je vous fais une soirée découverte. Mais si vous y allez, vous vous rendrez compte de ça, c'est assez curieux. Puis vous pouvez regarder le paysage, vous verrez qu'autour, il y a des montagnes assez remarquables. Et ça vaut le coup de se dire, tiens, mais si je venais là au solstice, aux équinoxes, et souvent on observe des phénomènes que je vous laisserai découvrir si vous avez l'occasion d'y aller. Un autre menhir intéressant que je vais vous montrer, qui est tout près de ce dolmen, c'est le menhir de Fauhay. Alors le voici en photo. Donc c'est une pierre qui fait 12 tonnes, qui a été redressée il y a une quinzaine d'années, même plus que ça, peut-être je crois dans les années 90, donc je vous dis peut-être plus que ça, c'est peut-être plutôt 20-25 ans. Elle a été redressée par un club de passionnés amateurs, et donc voici donc une vue donc aérienne, donc on voit ce mégalithe ici, et puis les gens qui sont autour en fait sont venus fêter le 20e anniversaire, je crois, du redressement du mégalithe. Alors de ce monument-là, on voit très bien le Puy-de-Dôme aussi, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse là. Ici, vous voyez bien, on voit très bien toute la chaîne du massif du Sancy avec le col de la Croix-Saint-Robert, donc cette espèce de cuvette qu'on voit vraiment bien dans le massif du Sancy. Et donc il est là, ce monument, il est à un endroit où la vue est vraiment très jolie. Il est à 2 km à vol d'oiseau du lac d'Eda. Alors là, je vais vous montrer ce qui se passe quand le soleil se couche
au moment des solstices d'hiver et d'été. Donc les solstices d'hiver et d'été, c'est les jours les plus courts et les plus longs de l'année. Et donc, au solstice d'hiver, le soleil, depuis ce monument, vient se coucher dans le creux du col de la croix Saint-Robert, pardon. Alors ça, c'est une chose voilà, qui est esthétique, qui est intéressante, et qui est intéressante d'un point de vue symbolique aussi, parce qu'en Égypte, le hiéroglyphe qui désigne le mot horizon, c'est deux montagnes, un col, et le soleil entre les deux montagnes. C'est le hiéroglyphe qui veut dire horizon en égyptien. Et le site des grandes pyramides s'appelle l'horizon de Khufu, parce qu'au moment des solstices d'été, le soleil, au Sphinx, devant le Sphinx, on voit le soleil se coucher entre les deux pyramides de Khéphren et de Khéops. Alors peut-être que l'horizon de Khufu, le hiéroglyphe, vient aussi de ce phénomène astronomique. Le solstice d'été, ce qui est amusant, c'est qu'il vient se coucher sur le puits de Rhodes, qui est là, à quelques kilomètres, et qui lui, en fait, est vraiment une sorte de négatif du col de la Croix Saint-Robert. Quand vous allez à ce monument, vous regardez au loin les montagnes, vous voyez très bien le col, et puis vous regardez sur votre droite, et là, vous avez ce volcan plus récent qui, lui, fait l'inverse, une sorte de négatif du col. Et c'est sa position, il indique la position du coucher de soleil au solstice d'été. Mais ce n'est pas tout. Regardons la Lune. Alors la Lune, elle se comporte pas comme le Soleil, c'est quelque chose d'un peu plus délicat à maîtriser. Le Soleil, on a tous remarqué que les jours vont rallonger, raccourcir, et ça c'est un phénomène qu'on perçoit avec la lumière, mais qu'on verrait aussi à l'horizon. On verrait que le Soleil va se lever à différents endroits au cours de l'année. Il y a un battement du Soleil à l'horizon. La Lune, elle a un battement un peu plus compliqué qui n'est pas lié, qui n'est pas tous les ans. Elle a un cycle qui fait 18,6 ans, et elle va avoir une position extrême et une position maximale, et elle fait son aller-retour tous les 18,6 ans. Il se trouve que quand je suis ici, au menhir de Foé, au moment où la Lune vient se coucher ici, on est au milieu de ce cycle de 18,6 ans. Donc ça, c'est une curiosité aussi astronomique intéressante, parce que la Lune est quelque chose qui a été énormément étudié par les cultures anciennes. Il y a énormément de publications sur l'astronomie lunaire, par exemple avec Stonehenge. Beaucoup de gens ont écrit dessus, ont essayé de proposer des hypothèses. Et une des raisons aussi qui fait que la Lune a énormément passionné les gens, c'était le phénomène des éclipses, qui est un phénomène curieux, et que les humains ont voulu comprendre, ce phénomène des éclipses. Et puis une autre petite chose intéressante sur ce mégalithe, donc lui il se trouve assez proche de la chaîne des Puys, très proche du massif du Sancy, mais de l'autre côté à l'est, il y a tout le massif forésien, du Forez, avec avec Pierre-sur-Haute, donc où il y a les radars, peut-être que vous connaissez, et on voit très bien de ce mégalithe, tout ce massif au loin. Et en fait, ce menhir se trouve exactement à l'ouest. C'est-à-dire que si je regarde plein est, en fait, je vais arriver exactement sur Pierre-sur-Haute. Alors, je vous ai mis exactement, quand je dis exactement, je vous mets la valeur réelle, c'est, si je vise Pierre-sur-Haute, le point le plus haut de Pierre-sur-Haute, l'angle c'est 89,9 degrés et ça devrait être 90. L'angle de 90 degrés, il arrive au niveau de ce qu'on appelle le rocher de la chaise. Alors, je sais pas si c'est... Voilà. Mais, visuellement, si vous venez là à l'équinoxe, le matin, vous verrez le soleil se lever sur Pierre-sur-Haute, depuis ce monument. Bref, ça commence à faire des petites choses intéressantes, puisque on a des petites curiosités qui nous invitent à regarder un petit peu du côté de l'astronomie, du côté de la topographie, ces monuments, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Voilà, donc il semble que les positions de mégalithes indiquent des points d'observation de phénomènes astronomiques qui s'intègrent dans le paysage. Et on sait que les mégalithes furent parfois détruits, mais remplacés par des chapelles, ou parfois des menhirs furent surmontés d'une croix chrétienne. Alors du coup, ça m'amène à vous montrer quelque chose d'autre, qui ne sont pas des mégalithes artificiels posés par l'homme, mais qui sont des lieux
particuliers dans la région, qui sont magnifiques, et qui ont été surmontés d'une chapelle. Et il semblerait que cette tradition, je dirais mégalithique, on va le voir, elle se soit transmise longtemps. Et je vous montre un exemple intéressant. Peut-être connaissez-vous le pic de Brionnais, qui se trouve entre Issoire et Besse. C'est une petite vallée, la Cousse-Parin. Et donc, en haut de cette colline, qui est en fait le reste d'un volcan, il y a une petite chapelle qui a été construite. Alors, la petite chapelle, elle n'est pas exactement au point haut, hein, le point haut c'est ici. Elle a été mise au bord, à l'extrême limite, là, du plateau. Et en fait, vous voyez des orgues basaltiques ici, qui sont les restes en fait de montées de lave, qui se sont solidifiés et qui ont fait ces orgues-là en fait. Et c'est un site magnifique, hein, vraiment. Si vous connaissez pas, on peut se garer en voiture juste au pied, et puis on monte par ce petit chemin. Là, en quelques minutes, on est en haut. Et il y a une vue carrément qui est magnifique sur la chaîne des Puys, toute la chaîne du Sancy, et puis le Forez, quoi. Moi, c'est un de mes endroits préférés dans le coin. Et bon voilà, donc ça, on va s'intéresser à ça. Pourquoi est-ce que cette chapelle a été mise ici? Et puis une autre, du côté d'Issoire, qui s'appelle Husson. Alors Husson, c'est juste dans la plaine à l'est d'Issoire. Et il y a en haut voilà, une énorme statue positionnée sur une espèce de calvaire pyramidal à étage. Et vous avez juste là, ici, la chapelle qui, elle, n'est pas sur le sommet, quoi. Mais c'est le même principe, vous avez aussi, c'est une remontée de lave qui s'est solidifiée, puis la terre autour s'est érodée, et il reste donc ces orgues basaltiques qui sont magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres endroits où il y a des petits volcans dans le secteur, comme ça, mais très peu, en fait, ont été surmontés de ce genre de construction. Et donc, je me suis intéressé, pourquoi on a surmonté ceux-là et pas leur voisine juste à côté. Eh bien, il y a une autre chose intéressante qu'on peut observer, c'est que Husson se trouve ici, Brionnais là, et là c'est le sommet du Puy de Sancy, donc le plus haut sommet du Massif central. Et cette ligne en jaune, là, vous voyez, elle est parallèle à ces lignes-là, qui sont les lignes qu'on trace sur Google Earth, les méridiens et les parallèles. Donc ça veut tout simplement dire qu'en fait, cette chapelle-là, ça, et le Puy de Sancy, ce sont des constructions qui ont été faites sur des petits volcans remarquables qui se trouvent sur un axe est-ouest qui marque exactement l'équinoxe. Donc si je viens au pic de Brionnais à l'équinoxe, je vais voir le soleil se coucher sur le sommet du Puy de Sancy. C'est un beau spectacle. Intéressant. L'axe de l'équinoxe. Alors je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est vraiment dans la même veine, mais qui est plus intéressant encore. C'est lorsqu'on essaie de voir si des mégalithes font la même chose. Est-ce que des mégalithes peuvent faire une orientation comme celle-ci? Ici, vous avez le menhir de Champey. Donc Champey, c'est au pied du massif du Sancy, quand vous allez du côté de Besse. Il se trouve dans un champ et il est préservé. Et je vais vous montrer ce qui se passe avec Google Earth lorsque je vais tracer une ligne entre ce menhir et le menhir de Friedfond qu'on a vu tout à l'heure, celui qui était surmonté d'une croix. Donc j'ai fait une petite vidéo, donc je zoome là sur le menhir sur Google Earth. Donc là, on voit l'ombre du menhir et on voit la partie un peu blanche, c'est le monolithe vu du ciel. Et donc je vais faire une mesure de distance et surtout d'azimut, donc l'orientation. Donc l'azimut, c'est ce qui s'affiche ici, et je vais me rendre jusqu'au menhir que voici ici, de Friedfond. Et vous pouvez lire, en fait, ici, vous voyez, quand je déplace mon fil, 270,00, et si je me mets à côté, je ne suis pas dessus. C'est-à-dire que ces deux monolithes là sont positionnés sur un axe où on a une mesure à 270,00 d'est en ouest sur une distance de 11 km 250. C'est assez étonnant, parce qu'on ne s'attend pas à ce que les peuples mégalithiques fassent des choses comme ça.
Et moi, ce qui a achoppé ma curiosité, c'est que si c'était approximatif, bon, à un degré près, effectivement, ça peut vraiment être une coïncidence. Mais c'est drôlement précis. Et ça, c'est difficile de tomber juste comme ça, par hasard. Et donc ça m'a invité à creuser un peu plus justement comment ces monolithes ont pu être implantés les uns par rapport aux autres. Et donc je vais vous montrer, depuis ce menhir de frites de fond, on va voir, donc depuis ce menhir-là, on va mesurer quelque chose jusqu'au menhir de Beaulieu qu'on a vu au tout début. Donc voilà, je vous le montre en vidéo aussi. Donc le menhir de Beaulieu, voici. Et donc on va, pareil, prendre une mesure et on va mesurer de ce menhir-là jusqu'au menhir de frites de fond où on vient de faire l'observation d'est en ouest. Et donc on y va, et en fait, donc on n'est pas sur nord-sud, ouest-ouest, hein, on a un angle qui s'affiche là, ici, qui est 213 degrés 69. Je vous dirai après ce que ça représente, et sur une distance d'environ 24 km. À l'œil nu, on ne voit pas les deux monuments. Hein, on ne peut pas les voir, hein, même avec des jumelles, parce qu'il y a un peu de relief qui va gêner. Et c'est pareil pour le monument précédent, je ne peux pas voir depuis un des monuments, je ne peux pas apercevoir l'autre. Il faut pas le faire en visuel, il faut trouver une autre technique. Et donc cet angle-là, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, en fait, si on veut un peu s'en sortir, il faut enlever les 180 degrés d'un cercle qui part du nord, qui descend dans le sens aiguille d'une montre. Et donc en fait, c'est un angle de 33 degrés 69, qui est plus simple à manipuler en géométrie. Et en fait, c'est juste l'angle d'une figure comme celle-ci. C'est-à-dire que si je trace un rectangle de proportion 2 carrés par 3 carrés, et que je trace sa diagonale, en fait, l'angle de diagonale ici, j'aurais dû mettre mon 33,69 ici, en fait, c'est là. Et bien, en fait, cet angle-là, là, il fait 33 degrés, 69 degrés exactement. Donc, c'est le même angle que ce qu'on a ici. Et c'est pas une proportion banale, 2 par 3, en fait. Par exemple, je prends un exemple local, la basilique d'Orcival. Peut-être que vous connaissez aussi, c'est une des 5 basiliques romanes qu'on a, avec histoire. Il y en a une à Clermont aussi, je crois que c'est Notre-Dame-du-Port. Saint-Saturnin, voilà. Et voilà, donc c'est un de ces monuments. Il y a Saint-Nectaire aussi, bien sûr, voilà. Et en fait, ces proportions, c'est 2 tiers. C'est-à-dire que son rapport largeur-longueur, c'est aussi 2 tiers. En fait, ce rapport proportion, c'est un rapport qui est redondant dans les temples. Alors, je vous donne des exemples de textes, en fait. Par exemple, des textes anciens, la maison du roi que le roi Salomon construit pour l'Éternel, elle avait 60 coudées de longueur par 20 de largeur et 30 de hauteur. C'est ce 20 et 30 qui est intéressant. Ça veut dire que la façade de ce temple, qui aurait été construit, eh bien, elle a les mêmes proportions que ce qu'on vient de voir. 20 par 30 ou 2 par 3. Et c'est pas du tout les seuls exemples. Vitruve, par exemple, qui avait écrit un traité d'architecture, il explique que les proportions harmonieuses pour les temples, ça va être 2 tiers aussi pour les façades et pour la profondeur des temples. Vous avez d'autres textes qui parlent de ça, des textes indiens, qui ont 2000 ans aussi, donc ça s'appelle les Vastu Shastra, qui sont des textes indiens qui parlent de la science de l'architecture. Et dans ces textes indiens, c'est pareil, le rapport 2 tiers, il fait figure de favori. Les Égyptiens aussi. Les Égyptiens ont construit donc sous Ramsès un temple qui s'appelle le temple de Ptah, et il y a un texte qui en parle, et ce texte, il indique que le temple de Ptah fait 20 coudées par 30 coudées. Et Ptah, chez les Égyptiens, c'est un dieu créateur par excellence, et c'est aussi le dieu des architectes et artisans. Et son temple, c'est un temple de 20 par 30 coudées. Quant au plan au sol ici du temple de Salomon, 60 coudées par 20, ça fait un rapport 1 tiers. C'est-à-dire comme si on avait 3 carrés côte à côte. Ce sont les proportions du temple de Salomon. Donc ce sont des rapports simples, mais qu'on retrouve dans les textes, les plus anciens textes qu'on ait qui parlent d'architecture sacrée, des temples, mettent en avant ce rapport-là.
Donc c'est curieux de le retrouver ici sur les mégalithes. C'est très étonnant. Donc je vous fais un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Donc on vient de voir qu'on avait ici une ligne est-ouest entre Luçon, Brionnais et Puy-de-Sancy, le sommet du Massif central. Et on avait une autre ligne est-ouest entre ces deux mégalithes, à Champais et puis donc Fris de Fond. Ici, depuis le mur de Beaulieu, on peut voir le soleil se coucher à l'équinoxe au sommet du Puy-de-Dôme. Et puis on a cette géométrie curieuse qui se dessine entre ces monuments-là. Et il y a, pour terminer, un monument qui a disparu et qui a été redécouvert en 2019. Et il a redisparu de nouveau, malheureusement. C'est-à-dire qu'en 2019, si vous avez peut-être vu ça dans le journal, près de l'autoroute qui va à Issoire, quand on passe à Vermonton et à droite on a le Crest, donc on commence à basculer du côté sud, eh bien, il y a eu des travaux et il a été découvert un site mégalithique qu'on n'avait jamais trouvé quelque chose comme ça dans la région. C'est-à-dire qu'il y avait un cairn de pierre, il y avait une sorte de portion de cercle et puis une ligne de pierre qui partait comme ça. Et ça a été découvert juste à côté de l'autoroute. Et ça a été malheureusement étudié, bien sûr, donc ils ont fait des relevés, des photos, on a enlevé le mégalithe, qui était en plus de ça anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il y avait on pouvait distinguer des seins humains, donc les seins d'une femme, un visage, et ces pierres ont été enlevées et mis dans des musées, et donc le site n'existe plus, il a été recouvert, et j'ai eu la chance de passer, le voir, et on a un peu de chance pour l'instant, c'est qu'on a quelques images. On a Google Earth aussi, où on voit les travaux sur Google Earth, l'endroit où ça a eu lieu. Et je sais à peu près, même assez précisément, où se trouve ce monument, bien qu'il ait disparu aujourd'hui et qu'on puisse plus le voir. Et c'est intéressant parce que depuis le menhir qu'on a vu donc de Fauhay, qui se trouve donc être près de Heda, je vous montre ce qu'on observe. Donc là, on a ce menhir. Je fais pareil la même chose. Je mesure l'azimut entre ce menhir et ce qu'il reste en théorie. Donc voilà, on voit ici il y a un parking qui a été fait maintenant. Tout ça, c'est du gravat qui a été ramené. On a détruit le site, mais il se trouvait ici le cairn. Voilà, le cairn de pierre se trouvait ici. Alors l'angle qu'on a, c'est 71 degrés, 56 degrés par rapport au nord, c'est-à-dire qu'on a fait ce mouvement-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Je dézoome pour vous montrer. Donc l'est est par là. Et 71,56°, c'est exactement l'angle de cette figure-là. 1 par 3, qui est aussi les proportions du temple de Salomon. 20 coudées par 60 coudées, c'est les proportions 1 tiers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les alignements de Karnak, ici, cette ligne, toutes ces lignes de pierre là, si je pars du début des lignes, je trace une ligne qui va rejoindre le début des autres fils, à Kermario, eh bien, toutes ces lignes là, elles sont parallèles, et elles ont la même orientation que ce qu'on vient de voir entre le menhir de Fauhay et notre tumulus disparu, notre cairn de pierre qui a disparu à côté de Vermonton. C'est la même géométrie. Bref, il semble que les mégalithes soient placés à des endroits bien précis, permettant des observations astronomiques. Leur position semble aussi dépendre de la géographie. Mais le plus étonnant, c'est que les mégalithes sont peut-être reliés par des formes géométriques simples qui sont décrites dans les plus anciens textes traitant de l'architecture des temples. Et ces géométries sont déployées à grande échelle, ce qui nécessite des connaissances en arpentage et en mathématiques d'un haut niveau. Ça, c'est pas facile. Et c'est parce qu'on a Google Earth qu'on a réussi à le retrouver. Sinon, il aurait fallu galérer un moment avec des théodolites, et on aurait pu, mais il fallait y penser. Et Google Earth permet de tenter un peu tout un tas de choses, et a permis d'entrevoir ces choses-là. Alors, je suis pas à l'origine de cette compréhension, mais je la développe. Donc, c'est un ami, Howard Crowest, en Bretagne,
qui a fait les plus grandes découvertes sur ce sujet-là. Et ce qu'on a vu sur Carnac, c'est lui qui a fait toutes ces découvertes, qui a compris un petit peu comment on implantait les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions.